Une question. Martinique, manifestation contre la vie chère, Paris et le double standard. Telle est notre grande interrogation. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. La Martinique vit depuis plusieurs semaines aujourd'hui au rythme des manifestations contre la vie chère. L'accord signé le 16 octobre dernier n'est pas parvenu à ramener le calme et les raisons de la situation actuelle s'ancrent dans l'histoire coloniale entre l'île et la France. Selon Christophe Girardier, le niveau des prix supérieur en moyenne à 14% à ceux de l'Hexagone et 40% en ce qui concerne les biens alimentaires ne peut pas s'expliquer du seul fait de l'insularité. Mes études montrent que la contribution de cet éloignement, c'est entre 5 et 6%. Ces prix ne s'expliquent pas non plus du fait des taxes, car les DROM bénéficient du taux de TVA depuis déjà réduit. Le problème, ce sont les marges, on va le dire ainsi, opaques des distributeurs qui ont construit des structures conglomérales qui margent à tous les échelons. Selon Jean-François Ouaro, un autre économiste, la situation de la vie chère en Martinique est également due aux inégalités de revenus sur l'île et qui se retrouvent dans l'ensemble des départements d'outre-mer. La structuration de la demande est vraiment segmentée. Vous avez la partie haute de la demande qui a la chance de vivre avec les revenus relativement confortables, notamment les fonctionnaires rémunérés, mais pas que. Il y a aussi un héritage colonial qui fait qu'une partie de la population s'en sort très bien et qui concerne le pouvoir économique. Et une grande partie de la population, donc ce qu'on appelle la demande basse, qui elle, par contre, vit avec des revenus assez faibles. Selon cet économiste, la première cause de la pauvreté dans les outre-mer, c'est un défaut d'accès au marché du travail et aux revenus du travail. Que doit-on comprendre justement à cela ? Mais mesdames, messieurs, il faut rappeler que la première mention de la vie chère dans les Antilles a été documentée en 1910. Là-bas, les produits avaient augmenté de presque 80%. Et pour Christophe Girardier, ces déséquilibres sont bien plus anciens et hérités de la situation coloniale et de l'esclavagisme. Si on remonte à la fin de l'esclavage, la République a rendu la liberté aux esclaves, mais elle ne leur a pas rendu le pouvoir économique, ni même les droits sur leurs terres. À la fin de l'esclavage, la République a indemnisé, on va le dire ainsi, les esclavagistes. Et le groupe Ayo fait partie de ces groupes qui sont issus de ces quelques acteurs qui ont colonisé et bénéficié de cette indemnisation. Aujourd'hui, le pouvoir économique de ces grands groupes n'est toujours pas remis en question. Et pendant ce temps, eh bien, les pauvres meurent du côté de la Martinique. Jean-François Ouaro explique également que les traces de ce développement colonial pèsent encore sur le développement économique de l'île. Le pacte colonial, c'est assez simple. C'est le système de double exclusivité. C'est une exclusivité en termes de partenaires commerciaux dont les Outre-mer ne pouvaient échanger qu'avec la France hexagonale. Et c'était aussi l'exclusivité sur les flux d'échanges où les Outre-mer se sont vus obligés de se spécialiser sur la production d'une matière première indispensable pour les consommateurs hexagonaux. Donc, jusqu'à preuve de contraire, ces îles travaillent pour la France, mais ne reçoivent jamais rien de celle-ci. Donc, quelque part, la pauvreté grandit de jour en jour et depuis 1910, les prix ne font que grimper. Aujourd'hui, la production locale ne permet même pas d'atteindre la souveraineté alimentaire, notamment du fait de la pollution au chlordécone qui continue de polluer les sols et les rend inexploitables. Et jusqu'à preuve de contraire, eh bien là-bas, en Martinique, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, la vie est devenue très chère. Et jusqu'à preuve de contraire, les manifestations continuent. Comme nous le disons, nous sommes aujourd'hui le 22 novembre de l'an de grâce 2024. Là-bas encore, il y a toujours des manifestations et la vie est tellement chère. Et à nous de poser cette question, Martinique, manifestation contre la vie chère, Paris et le double standard, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfait-Dôme, c'est un homme politique. Il est notre invité ce matin. Patient Parfait-Dôme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesoulenkos, bonjour à nos nombreux internautes, téléspectateurs, téléauditeurs
et sans oublier nos valeureux techniciens. Merci une fois de plus pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, patient parfum d'homme. Depuis le mois d'octobre dernier, les manifestations du côté de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, en fait, je vais dire des Antilles, aujourd'hui, contre la vie chère, continuent. Et pendant ce temps, la France ne lève pas le moindre petit doigt. Oui, d'abord, mes encouragements au peuple martiniquais qui se bat pour sa liberté, parce qu'en réalité c'est une bataille pour sa propre liberté qui a commencé, qui a pour, j'allais dire, horizon final, chute finale, l'indépendance de la Martinique. Nous sommes face à un espace qui a été colonisé par la France et qui est toujours une sous-colonie française. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ce refus de Paris de décoloniser, parce que cela n'est pas seulement valable pour les pays africains qui continuent de croupir sur ce fameux franc CFA, cette monnaie nazie. Oui. Les territoires, ce qu'ils appellent les territoires d'outre-mer, sont aussi des espaces coloniaux dont Paris, alors que tous les autres pays occidentaux, j'allais dire européens, qui avaient des colonies aussi ultramarins, ont fini par lâcher de l'Est en acceptant l'indépendance de ces espaces souvent insulaires, même quand ils avaient des superficies minimes. Bon, en dehors de quelques exceptions, on peut parler des îles Malouines, qu'ils appellent les Falklands pour les Anglais, mais sinon, le gros de leurs possessions coloniales ont été laissées aux populations de choisir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais la France a continué de freiner les quatre fers pour ne pas accepter l'indépendance de ces ex-colonies. C'est le cas en Martinique, c'est le cas en Guadeloupe, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie et dans les autres îles que vous connaissez. Je vous rappelle que la France a la deuxième frontière maritime la plus longue au monde. Ce n'est pas parce que le territoire français qu'on appelle l'Hexagone est aussi grand, mais c'est tout simplement parce que ces micro-possessions insulaires lui donnent, avec ce qu'on appelle la frontière maritime, la capacité d'avoir des espaces maritimes énormes. Et ça fait partie de la géopolitique française en interne, premièrement. Deuxièmement, il y a cette question coloniale qui n'a jamais été résolue. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu le Code noir. Le Code noir, il est d'inspiration purement française et qui devait être appliqué aux îles françaises, en principe, la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et autres, mais aussi aux autres colonies, même en Afrique. Bon, mais ce qui se passe avec ce fameux Code noir, c'est que, en réalité, même quand on a parlé de la fin de l'esclavage, de la fin des travaux forcés, cela n'a concerné que la partie européenne de ces îles-là. Les Noirs n'ont jamais pu bénéficier amplement de tout ce que les statuts liés, n'est-ce pas, à la fin de l'esclavage et de la colonisation ont été actés par le droit français. Donc, nous sommes toujours dans cette réalité glauque où vous avez sur le même territoire ceux qui étaient hier arrêtés des possesseurs d'esclaves et des territoires infinis qui sont devenus plus tard des propriétaires terriens, qui sont des blancs, comme vous pouvez bien vous imaginer. C'est le cas en Martinique aujourd'hui. Voilà, et le reste de la population la plus nombreuse constituée de ceux qui étaient les descendants de ceux qui travaillaient dans ces plantations-là sans aucun droit, sans aucune possibilité de réclamer ni les terres, ni le travail, le fruit du travail unique qui a été fait par leurs prédécesseurs, dont leurs aïeux. Et ça donne cette distinction, j'allais dire, cette différenciation que vous appelez le double standard sur le même territoire entre les descendants des Blancs et les descendants des esclaves. Et finalement, ça crée cette bombe à retardement qu'on a... Et il faut quand même préciser que c'est les esclavagistes qui avaient été indemnisés par la France. Et ce sont eux qui possèdent aujourd'hui toute la richesse. Ils ont d'ailleurs un nom. Le nom m'a tout simplement échappé en entrant dans ce studio. Ils ont un nom et c'est ça qui pose le gros problème aujourd'hui. On a tenté de leur donner comme ça le titre de nationalité française, mais on voit bien qu'entre le niveau de vie et de revenus et puis le niveau d'accès à des biens de première nécessité entre l'Hexagone, dont la France et ces îles-là, il y a vraiment un gros fossé qui explique justement ce ras-de-bol et cette colère des habitants de ces îles-là aujourd'hui
qui s'expriment par ces différentes manifestations pour dire à la France, il faut faire quelque chose. Mais je crois que le quelque chose que la France doit faire, il faut qu'on le résume par, il faut que la France décolonise et qu'on laisse la liberté aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Kanaks. Mais n'est-ce pas, parce que ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie pour eux, c'est la Kanaki, vraiment de s'exprimer librement et d'arracher leur liberté et leur indépendance et de pouvoir évoluer. Comment vous pouvez estimer, comment vous pouvez penser un seul instant qu'un endroit paradisiaque comme les Antilles, quand vous voyez l'économie touristique, ce que ça rapporte ailleurs, puisse continuer de vivre dans cette situation de misère hors norme, tout simplement parce que certaines petites îles ont même été vendues à des privés. Il y a des individus privés qui ont des îles, qui sont propriétaires d'îles dans ces espaces là au niveau des Antilles. C'est la France qui a encaissé. Mais c'est souvent des gens, moi j'ai vu un excellent documentaire d'un individu qui se fait passer pour un homme d'affaires, mais en réalité qui est un juif français et qui a eu une possession énorme dans une île qu'il a transformée en un grand centre hôtelier, touristique et tout cela, et où les travailleurs qui viennent travailler dans son îlot, qui viennent de l'île voisine, vraiment, je n'ai pas eu la présence d'esprit de me retaper cette très belle, ce documentaire, ils viennent, ils travaillent et ils sont expulsés de nouveau de l'espace. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous sommes là en plein apartheid. C'est comme Soweto et le centre de Jobo. C'est-à-dire vous n'avez d'accès pour venir au centre de Jobo que pour travailler après. Vous repartez dans votre taudis pour vivre, voilà. Mais évidemment, pour vivre votre misère. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Martinique. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que vous voyez là où la perfidie de la classe politique française s'exprime, c'est que quand il faut profiter des situations géopolitiques que leur offrent, n'est-ce pas, ces îles-là, la France s'en gargarise. Quand il faut maintenant redonner de la dignité par des conditions de vie plus ou moins équivalentes, n'est-ce pas, à ce que les Français de l'Hexagone ont comme conditions de vie, là ce n'est plus la même chose. Même pour essayer d'orienter l'économie vers des secteurs productifs au niveau de ces îles-là pour permettre un véritable développement de ces espaces et donner la possibilité aux populations de ces îles de pouvoir s'émanciper de la misère correctement, ce n'est pas, c'est le moindre, n'est-ce pas, des soucis de l'intelligence française. À Nouvelle-Calédonie, c'est encore plus grave parce que là-bas, il n'y a pas que la beauté de la mer et des plages, mais il y a, n'est-ce pas, les minéraux qui sont extraits du sous-sol et de la Kanaki, mais qui ne profitent pas du tout, n'est-ce pas, au Kanak, mais ils profitent curieusement à des prétendus calédoniens qui sont arrivés sur l'île encore plus récemment. Donc voilà. Et il y a une nouvelle politique, en réalité, on veut faire de la Nouvelle-Calédonie ce qu'ils ont tenté de faire en Algérie, c'est-à-dire une colonie de peuplement. C'est-à-dire au fur et à mesure, d'année en année, vague par vague, on envoie des gens, n'est-ce pas, s'installer. On blanchit des populations, s'installer au niveau de la Nouvelle-Calédonie avec pour opération d'inverser complètement la courbe démographique de cet espace. Au point où, chaque fois que la Nouvelle-Calédonie, j'allais dire les autochtones, excusez-moi les termes, mais c'est ça qui sied à cet espace, demande un référendum pour essayer de voir quelle est la voie à choisir pour la Nouvelle-Calédonie, vous voyez bien que le jeu est faussé à la base. Parce que les gens qui sont arrivés à Nouvelle-Calédonie, sans moins de 5 ans, au nom de quoi ils peuvent décider de l'avenir et historiquement d'un espace qui ne leur appartient pas. Donc vous voyez comment le jeu est vraiment perfide. Nous sommes en plein esclavage au XXIe siècle. Mais l'esclavage continue. Si je suis un gosse, je vais parler loin. Nous-mêmes, nous sommes des esclaves de la France parce que nous continuons d'utiliser le franc CFA. Les gens font semblant de ne pas le comprendre. Le franc CFA, chaque fois que tu as un billet de franc CFA dans ta poche, c'est le sang de tes ancêtres qui ont été matés, qui ont été réduits à l'esclavage, à la colonisation, aux travaux forcés. Pour ceux qui sont au Cameroun, on appelle les travaux de Ndjok. Ça dit quand même quelque chose, ça vous parle à tous les Camerounais. Donc c'est ça. C'est ça que tu as dans ta poche. Donc quand tu mets la main dans ta poche pour sortir ce bien de franc CFA, c'est le sang de nos ancêtres, en réalité, qui imbibe ta main. Donc
il faut sérieusement que ces questions-là, on cesse de les prendre de manière superficielle. Ce sont des questions qui sont au centre aujourd'hui de notre de combat pour l'avenir, non seulement de nos frères qui ont été déportés, comme c'est le cas des Antillais, des Guadeloupéens, des Kanakis. Bon, les Kanakis, eux, c'est comment dire ça, la dérive des continents qui ont fait qu'une partie des Noirs se soit retrouvés là-bas, parce qu'ils sont là-bas depuis très longtemps, exactement comme ceux qui sont au niveau de l'Australie, les aborigènes, qui sont les étrangers aujourd'hui sur leur propre sol, alors que les Anglais ils donnent l'impression qu'ils sont chez eux et que c'est eux qui doivent donner le ton, le là, à qui vient, qui n'entre pas et comment on exploite cet espace. Et ils ont même tenté de parquer, n'est-ce pas, les 16 aborigènes dans des camps exactement comme leurs cousins voyous américains l'ont fait pour les Indiens d'Amérique ou bien les aborigènes. À chacun de trouver son mot. Moi, je préfère même les appeler les, je ne sais pas, avec leur nom qu'on disait souvent dans les bandes dessinées. Donc voilà. Voilà la réalité. Ce n'est pas seulement un double standard. C'est une incapacité de Paris de se projeter dans l'avenir par rapport à des peuples qu'il a soumis hier et de comprendre qu'il y a une évolution quasi normale, n'est-ce pas, de la vie sur le plan planétaire et qu'elle soit en capacité de s'arrimer avec ces nouvelles exigences. Elle continue de traîner ces boulets jusqu'à ce qu'elles explosent au niveau de sa cheville, comme cette manifestation qui ont lieu actuellement dans ces îles-là, parce que Paris ne peut plus économiquement supporter le poids de ce que représentent ces îles, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait un investissement économique conséquent pour préparer justement des situations. Les produits alimentaires sont aujourd'hui 14% plus chers. Mais au-delà de cela, la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas, non, les Antilles qui produisaient beaucoup de la banane, vous savez, à un moment donné, cette banane appartenait à l'élite française, on ne le dit pas assez. Et bon, je fais aussi un clin d'œil, par exemple, un pays comme le Cameroun, avec la banane de Djombe Penja, vous savez qu'elle ne nous appartient pas. Il faut avoir le courage de le dire ouvertement. Bon, donc ils se sont lancés dans une course à la production, sans, au préalable, faire des efforts pour avoir des possibilités de réévaluer à la hausse leurs connaissances techniques, technologiques et agricoles pour avoir un meilleur rendement à l'État. Qu'est-ce qu'ils ont donc utilisé? Ils ont commencé à utiliser des engrais, souvent qui sont pourris, des pesticides pour empêcher le pourrissement des produits, dont ce fameux chlordécone, dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Et conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a été contaminée. Elle a été complètement détruite. Elle ne produit plus de manière naturelle, alors que tous les agronomes, même les agronomes de nos villages, quand on vous parle de la culture traditionnelle villageoise, on vous parle de la jachère, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle plus tard, en termes scientifiques agricoles, la rotation des plantes, rotation crops. C'est-à-dire cette année, dans cette parcelle, vous plantez des arachides, vous exploitez cette parcelle-là pendant 3-4 ans, après vous l'abandonnez, vous faites ailleurs pour donner la possibilité à la terre de se régénérer, de se renourrir, n'est-ce pas, des nutriments dont elle a besoin pour être de nouveau productive. C'est ça. Non, on pensait à la jachère en pensant que nous étions des idiots. Nos parents avaient bien compris que nos ancêtres, d'ailleurs nos aïeux, qu'en exploitant de manière intensive le même espace pendant très longtemps, et fatalement, comment dire ça, le sol finit par s'appauvrir. C'est pour cela que d'autres ont amélioré. Quand vous allez par exemple à l'ouest du Cameroun, au nord-ouest, vous voyez que les gens font comme un cercle. Cette année, c'est par exemple des choux qui ont été plantés ici. L'année prochaine, ça va être des tomates qui vont être plantées sur le même espace. L'année prochaine, ça va être des pommes de terre pour tourner, parce que les aliments n'ont pas besoin des mêmes nutriments pour pouvoir se développer. Et chaque aliment aussi laisse au niveau du sol ses propres dépôts qui vont finir par nourrir le sol. Donc voilà des trucs qui n'ont pas été expérimentés parce qu'on a voulu se lancer dans l'agriculture intensive, produire beaucoup de bananes, de vendre à l'international. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fallait? La canne à sucre et tout ce qu'il faut avec. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, être sûr que la banane ne va pas venir pourrir, donc avoir des pesticides robustes, malheureusement, qui ont détruit l'espace de la nature, et avoir aussi souvent certains engrais qui n'ont pas beaucoup, au lieu de coopérer avec un pays comme la Russie pour avoir des engrais compétitifs et qui détruisent moins le sol. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés dans des solutions chimiques qui sont très très graves et qui ont fini
par dénaturer non seulement le sol, mais aussi la faune, la flore et même les réseaux hydrauliques de ces espaces. Beaucoup de rivières, de points d'eau sont totalement pollués et sont impropres à la consommation aujourd'hui. Voilà ce que la France a réservé, n'est-ce pas, à ces espaces, même avec des produits qui sont déjà interdits à l'usage agricole chez eux en France, on continue de les utiliser, n'est-ce pas, dans ces îles-là et même en Afrique, au Cameroun. Je peux vous citer un produit qui est très vulgaire, qui est interdit complètement en France, mais qu'on continue d'utiliser dans nos plantations de cacao, de café, etc. etc. Au vu aussi de tous, nos différents autorités dans nos pays le savent pertinemment, mais on ferme les yeux parce qu'une fois de plus, nous sommes la poubelle du monde à leurs yeux. Pasteur Barfedom, une question quand même qui taraude les Africains. La distance entre la Martinique et la France est de 6785 km. C'est 8h22 de vol. Comment comprendre qu'aujourd'hui, en 2024, la France n'arrive pas à décoloniser? Mais vous savez, cette France-là, cette élite française, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur, parce que je vais utiliser un thème dur, cette France maudite, là. Il n'y a que par les rapports de force qu'on va les jeter de nos espaces. Vous savez pertinemment que les Pays-Bas avaient des colonies, pas des moindres. Oui. L'Angleterre avait des colonies, pas des moindres. Le Portugal avait des colonies, pas des moindres. Oui, le Brésil par exemple. L'Espagne avait des colonies, pas des moindres. La plupart de ces pays autour de la France, bon, l'Allemagne était chassée par la guerre, ont jeté de l'Est, ou bien ont eu des relations qui ne sont pas des relations d'assujettissement et de domination de ces colonies. La France, elle a maintenu un rapport très étroit, vivant telle une censure sur le corps de ces colonies. Et les dernières expressions au-delà de France CFA, c'est par exemple les rapports qu'il y avait entre la France et le Niger concernant l'uranium nigérien. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Et la France le trouvait normal. Quand le Niger a dit, bon, maintenant je crois que ça suffit, il faut dégager chez moi, ils ont commencé à avoir des narratifs de toute façon, oh, vous n'êtes pas les seuls, on peut acheter l'uranium au Canada, on peut l'acheter, je ne sais pas, à Malcouillu, Trifouillu, les oies. Mais allez donc voir si le kilogramme était vendu, il achetait, n'est-ce pas, au Niger à 83 francs. Au Canada, il est entre 400 et 800 francs. Vous voyez le rapport? Donc, quand la France bavarde là, qu'elle a donc acheté maintenant? 23 000 le kilogramme aujourd'hui. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc je pense que nous sommes face à une grosse escroquerie. Et les panafricains doivent soutenir le combat des Antillais, soutenir le combat des Guadeloupéens et soutenir le combat des Kanakis, donc ce qu'on appelle des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je les appelle les Kanakis parce que c'est l'expression que les Tibaous m'ont laissé et je continue de l'utiliser. Et parlons justement de la Nouvelle-Calédonie, patient Barfedom. France, Nouvelle-Calédonie, 17 000 km, c'est plus de 16 heures de vol. Pendant ce temps, la distance entre la France et la Guadeloupe, c'est 6 698 km. C'est énorme quand même. Ce sont des envahisseurs. Ce sont des bandits, des brigands, des flibustiers, des pirates et des envahisseurs et des criminels. Je vous rappelle une autre chose. Vous voyez, un espace comme la Nouvelle-Calédonie, dans un premier temps, la France va en faire un bagne. C'est-à-dire que tous les criminels qui faisaient le plan dans les prisons françaises, c'est eux qu'on va envoyer là-bas en premier. Criminels, drogués, tout ce que vous... hommes sans morale. Quand ils arrivent donc là-bas, selon toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à considérer les Kanaks comme des êtres humains normaux. Non. Ils ont une seule chose à faire, c'est comment les tuer, les exterminer. Donc ils préparent le terrain à leurs maîtres qui sont restés à Paris, maintenant qu'ils ont déblayé le terrain en tuant le maximum, n'est-ce pas, d'autochtones de cet espace. Maintenant, leurs maîtres vont venir avec des projets agricoles, etc. et miniers pour exploiter l'espace. C'est exactement la même chose qui s'est même passé pour les Amériques. Les Anglais, d'abord, dans un premier temps, ils vont envoyer quoi là-bas comme individus? Les bagnards.
C'est la même chose. Quand vous regardez, même pour les Antilles, il y a des îles des Antilles qui étaient de véritables bagnes, etc. Donc voilà. Donc ces gens-là nous ont toujours considérés comme leurs poubelles. Quand je dis, je pèse mes mots, pire même que leurs poubelles, où vous envoyez tous leurs racailles, hein, tous les criminels qui ne pouvaient plus contenir chez eux, aller tenter une rédemption dans ces espaces-là. Et ils viennent, ils trouvent nos ancêtres, ils font comment? Ils commencent à les tuer, etc. Donc les Anglais ont fait pareil. Et les Anglais, eux, ce sont les gens qui avaient des maladies chroniques, les syphilis, les machins. Ils disent aller là-bas et contaminer leurs femmes pour qu'elles ne puissent plus procréer et avoir des maladies incurables. Voilà. Comment des êtres humains dotés vraiment d'un minimum d'humanité peuvent se comporter comme ça vis-à-vis de leurs frères. Donc, nous sommes arrivés maintenant à un moment où c'est un virage incroyable. Vous savez que, à force de vouloir s'immiscer dans les problèmes des uns et des autres, un pays comme l'Azerbaïdjan a pris la question de la décolonisation des colonies françaises comme son problème propre aujourd'hui. À Bakou se tiennent presque tous les ans aujourd'hui une grande conférence des colonies françaises, là où tu as les Antillais, des Guadeloupéens, des gens de la Nouvelle-Calédonie qui sont invités. Je pense d'ailleurs, c'est une idée que je donne, que Panafricaniste TV doit aussi rentrer dans, en contact avec les organisateurs de ces forums-là pour les pays et les îles françaises qui sont encore sur colonisation, pour que au prochain sommet, pourquoi pas, vous puissiez être invités pour participer et comprendre les enjeux de ce qui se passe là-bas. Donc je crois que nous sommes dans la continuité d'un combat que nos ancêtres nous ont laissé. Il faut que les gens arrêtent en Afrique de penser que nous sommes libres parce que soi-disant nous sommes au Cameroun, on est dans nos voitures, on boit la bière, etc., etc. Et il y a nos semblables qui continuent de souffrir, pire que des esclaves ailleurs. Nous avons l'obligation, la responsabilité d'embrasser leur lutte, parce que leur lutte dépendra aussi de la continuité de notre liberté, de notre indépendance. Kwame Nkrumah disait, de Sadjefo, Kwame Nkrumah, que l'indépendance du Ghana n'aura aucun sens tant qu'un seul pays africain ne sera pas libéré. Nous prolongeons. L'indépendance des pays africains n'aura jamais de sens tant qu'aucune des îles où nos ancêtres furent déportés comme esclaves ne sera libre. Et ça, il faut le dire à nos enfants, il faut leur répéter pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui. Et je prie le malheur pour cette élite française qui refuse jusqu'au jour d'aujourd'hui de comprendre que les temps ont changé et il est grand temps qu'on libère, n'est-ce pas, ces peuples-là et que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes puisse vraiment avoir droit dans ces espaces pour permettre à ces populations de pouvoir s'en sortir. Je suis convaincu qu'une Martinique indépendante, des Antilles indépendantes aujourd'hui seront capables d'avoir des programmes économiques un peu plus hardis pour permettre à ces populations d'avoir un meilleur niveau de vie. Au moins, ils seront sûrs qu'ils ont un niveau de vie qui correspond à leurs efforts propres, au lieu que leurs efforts soient tout le temps spoliés, volés par la France et qu'en retour, on ne leur envoie que la misère et la pauvreté. Merci à vous, Patient Bafé Doumbaba. C'est moi qui vous dis merci. Je continue à saluer nos frères de l'autre côté qui se battent. Souvent, il y a une polémique entre certains élites de ces espaces qui sont d'ailleurs entretenus par l'élite française qui aiment dire oui, vous là c'est vous que nous avez vendu, c'est pour ça que nous trouvons dans cette solution. On dit nous ne vous avons jamais vendu. On est venu vous chercher ici par la brutalité et par la violence. Il faut arrêter aussi cette perception de penser que c'est nous qui vous avons vendu, on ne vous a jamais vendu. La preuve, regardez ce que nous-mêmes nous continuons de subir, c'est la preuve à suffire que nous vous avons jamais vendu. Donc chers frères, nous sommes tout à fait, j'allais dire, solidaires de votre combat et c'est une des meilleures expressions, c'est d'avoir un plateau comme celui-ci qui en parle, parce qu'il faut en parler. L'une des armes les plus puissantes aujourd'hui, c'est l'arme médiatique. On vous dit beaucoup de courage, nous vous soutenons, nous sommes avec vous et nous sommes sûrs qu'au bout, la victoire sera là. Et c'est une édition de Parole panafricaniste dédiée à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Nouvelle-Calédonie, à tous nos frères et sœurs qui sont du côté des îles. Cette édition de Parole panafricaniste vous est entièrement dédiée. N'oubliez surtout pas, comme déclarait haut et fort quelqu'un, trembler devant l'esclave quand il brise ses chaînes. Et c'est le cas aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous.